Bon, alors écoutez, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et puis aussi pour cette idée que nous échangions des informations sur ce que nous faisons dans nos différents domaines des sciences du langage. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, j'y participe très volontiers. Simplement, je voudrais prendre une petite précaution, vous demander votre indulgence parce que j'ignore quel est le niveau d'information qui peut être sans doute très différent des participants et des participantes aujourd'hui. Donc, je me suis un peu mis dans la position de me dire, pour les autres présentations qui vont être faites, qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir, moi qui n'y connais pas grand-chose. Et voilà, donc je vais peut-être pour certains et certaines d'entre vous rappeler des éléments qui sont d'une très grande évidence. Alors, pardonnez-moi, j'espère qu'ils auront quelque utilité pour d'autres. Donc, j'ai prévu un petit plan en vous proposant de me suivre sur ce chemin-là. Hein. D'abord avec un petit retour historique parce que la construction historique des recherches et des domaines scientifiques me semble souvent éclairante. Ensuite, tout en considérant qu'il est à peu près impossible de décrire la totalité des thèmes sur lesquels des recherches sont menées sous l'étiquette sociolinguistique, je vais quand même vous en décrire un petit peu à partir d'exemples pris chez des collègues. Et puis, je viendrai sur ce qui me semble être le plus définitoire, c'est-à-dire quelles sont les conceptions théoriques fondamentales qui, au fond, unifient, structurent ce qu'on appelle la sociolinguistique, avec des conséquences en va-et-vient autour de grandes orientations euh, méthodologiques, et puis de vous présenter où se situe la sociolinguistique parmi les sciences du langage, mais aussi parmi les disciplines alentour en sciences humaines et sociales. Et je conclurai sur un point qui est un point important de réflexion et de travail finalement hein, dans l'ensemble des recherches en sociolinguistique. Alors, euh, d'abord, un peu d'histoire, hein, d'où vient le fait qu'est émergé quelque chose qu'on a fini par appeler sociolinguistique, après quelques hésitations initiales d'ailleurs. Hein. Il y a une série d'évolutions qui ont eu lieu, de changements qui ont eu lieu dans le domaine scientifique au cours, on va dire, de la première moitié du XXe siècle jusque dans les années 50-60. Hein. Alors, si vous lisez notamment les pères fondateurs et mères fondatrices de la sociolinguistique, la génération qui a précédé la nôtre surtout, la mienne en tout cas, vous vous rendrez compte que bon, il y a une filiation autour des travaux d'Antoine Meillet, qui a lui-même dirigé ceux de Marcel Cohen, dont le travail principal a été publié en 1956 et qui est une des grandes sources d'inspiration de Josiane Boutet, mais ce n'est pas la seule. Je sais qu'elle travaille en ce moment à une biographie de Marcel Cohen. Il y a aussi une filiation autour des travaux d'André Martinet, le père de la linguistique fonctionnelle, puisqu'il a lui-même dirigé la thèse aux États-Unis de Uriel Weinreich, vous savez, Languages in Contact, qui a été le premier travail qui a été fait pour analyser de façon rigoureuse les effets des contacts de langue, et lui-même a dirigé la thèse de William Labov. Et donc là, on aboutit à l'émergence d'une première sociolinguistique dans le monde anglophone. Mais Martinet, qui a aussi évidemment travaillé en France, a dirigé des thèses et formé des gens qui ont été les premières sociolinguistes renommés qui nous ont formés, en l'occurrence Louis-Jean Calvé, Françoise Gadet, autour de lui à Paris 5. Une autre école américaine, elle, qui continue à produire un certain nombre d'orientations pertinentes, utilisées autour des travaux de Ferguson et de Fishman, qui sont les premiers à avoir travaillé sur les notions de diglossie, qui restent des notions importantes en sociolinguistique, et puis ce qu'on a appelé en français l'ethnographie de la communication, mais l'intitulé est problématique, il y a les travaux de John Gumpers et de Dale Hymes, qui ont été aussi des travaux fondateurs sur lesquels beaucoup d'entre nous nous sommes appuyés. Alors, arrivé, on va dire, en gros, au tournant des années 70, il y a chez ces gens-là qui ont été formés par la génération d'avant que je viens de vous citer, une forme d'opposition qui se fait face à une linguistique structurale et une linguistique générative qui sont à cette époque-là dominantes dans le champ des sciences du langage, qui ne s'appelle pas encore sciences du langage d'ailleurs,
Et il y a l'idée de dépasser les limites de cette façon-là de penser les langues et leur analyse, avec dans tous les textes de cette époque-là des critiques assez sévères, assez virulentes, hein, des limites de ces approches structurales et génératives qu'en gros on a qualifié, alors on n'est pas là pour discuter du terme, mais en gros d'une linguistique interne qui regarderait les langues de l'intérieur sans les regarder en prenant en compte leur contexte, notamment social justement. Alors, par ailleurs, c'est un phénomène banal dans l'histoire des sciences qu'à un moment donné, des modèles théoriques rencontrent leurs limites et qu'ils soient critiqués et que ça donne naissance à de nouvelles façons de travailler, de nouvelles approches et de nouveaux regards. Mais il est important aussi de voir comment les choses ont été posées en s'opposant et en se distinguant. Alors de là ont émergé en gros, il me semble, trois grands pôles de recherche en sociolinguistique qui ont essaimé par formation, par publication, par colloque, etc., pour aboutir à ce qu'est la sociolinguistique dans ces premières décennies du XXIe siècle. Hein. Donc l'école rouennaise autour de Marcellesi et Gardin, qui est aussi en même temps une école corse, puisque comme vous le savez, Marcellesi non seulement était corse, mais a beaucoup travaillé sur la situation corse, qui l'a beaucoup inspiré et à propos de laquelle il a lui-même formé toute une génération de sociolinguistes. Une autre école importante qui a été l'école qui a été formée autour de Robert Laffont à Montpellier, autour de, là aussi, au fond, un terrain de minoration qui est le terrain de la langue occitane, avec là aussi une école qui s'est formée, beaucoup de sociolinguistes et non des moindres qui y ont été formés, je vais en citer ensuite par ailleurs. Et puis à Paris, peut-être pas tant une école qu'une série de personnalités importantes de la sociolinguistique autour de Louis-Jean Calvé, de Françoise Gadet et je l'ai déjà cité tout à l'heure, de Josiane Boutet. Et cette émergence-là, voilà, ces écoles-là se développent dans les années 70-80 et vont former ceux qui vont devenir les sociolinguistes de la génération suivante, dont moi-même, hein, de ma génération, qui en est issu et qui en a bénéficié. Alors, si on regarde les choses sous un autre angle, on peut dire que d'une certaine façon, ce qui est devenu la sociolinguistique, notamment dans les universités françaises ou au CNRS en France, a été formé d'une part par une école française à laquelle on peut rattacher donc parmi ses fondateurs et fondatrices Louis-Jean Calvé, Françoise Gadet, Josiane Boutet, Jean-Baptiste Marcellesi, qui lui s'est aussi appuyé sur des sources italiennes à cause de sa double formation et de sa double compétence linguistique. Bernard Gardin, lui aussi à Rouen, et puis Robert Laffont, qui lui aussi a apporté des sources qui venaient plutôt de la Catalogne sud, de la Catalogne espagnole, avec les travaux des sociolinguistes catalans, les sociologues catalans. Donc une première école française qui est, comme vous le voyez, très centrée sur les questions de minoration, qui a une certaine inspiration marxienne, sinon marxiste en tout cas, qui fait qu'il reste aujourd'hui parmi les objets de recherche ou les questions de recherche, une forte centration sur les questions de minoration sociale et sociolinguistique en général. Une école nord-américaine que j'ai citée tout à l'heure, hein, autour de Weinreich, Leibow, Ferguson, Fishman, Gompers, Himes, qui a beaucoup inspiré, même si c'est moins directement, l'émergence et l'organisation, on va dire, intellectuelle, scientifique, mais aussi méthodologique des recherches sociolinguistiques en France et qui continue à inspirer beaucoup. Le tout organisé au fond autour de deux grandes approches, une approche qu'on peut qualifier de macro-sociolinguistique qui en gros travaille à des corrélations statistiques, ça va être le premier Leibov, j'y reviendrai, hein, entre des variables sociales et des variables linguistiques, et puis une approche plus ethnographique qu'on peut qualifier d'une approche micro-sociolinguistique, plutôt représentée par exemple du côté nord-américain par Gompers et Himes, qui est plutôt du côté de l'observation participante et des méthodes de terrain sur lesquelles je reviendrai. Alors, tout ceci aboutit à ce que dans les années 70, toute une série de travaux se développent qui vont petit à petit se ranger sous l'étiquette sociolinguistique après des hésitations autour, par exemple, de sociologie du langage ou d'ethnolinguistique ou d'anthropologie linguistique. Mais bon, petit à petit, le terme englobant qui va chapeauter tout ça va devenir sociolinguistique et
au début, ce qu'on voit surtout, c'est plutôt une série de secteurs, d'objets, de thèmes sur lesquels vont se déployer ces recherches. Et quand on lit les textes de l'époque, on se rend compte que, au fond, au départ, la sociolinguistique est surtout décrite par justement son déploiement, sa dispersion sur toute une série de questions, de thèmes, de terrains, qui va donner l'idée, qui a donné l'idée au départ d'ailleurs d'une forme de dispersion sur laquelle je vais revenir, qui n'est qu'une première approximation, mais vous voyez ici par exemple les 15 thèmes sur lesquels Michael Halliday en 72 considère que la sociolinguistique est en train de se déployer. Si vous regardez ici, j'ai essayé de faire une liste des questions principales sur lesquelles ont travaillé les premières sociolinguistes qui nous ont inspirés. Et vous avez là aussi quand même une série relativement longue, tout étant relatif, hein, de questions qui ont été envisagées, qui ont été balayées, qui sont relativement diverses, tout en ayant évidemment des points communs. Ici, vous avez, alors je prends dans l'introduction à la sociolinguistique d'Henri Boyer, la liste des domaines de recherche ou des thèmes de recherche qu'il identifie. Alors, c'est la version de 2017, c'est un ouvrage qui est paru en 1991, que Henri Boyer a, disons, actualisé en 2017 pour une réédition donc relativement récente, on va dire. Hein. Et donc, je prends la réédition parce qu'évidemment, elle est bien plus à jour, même si au fond, on y retrouve un peu les mêmes éléments. Et vous voyez ici, là aussi, une liste, un effet de liste qui peut paraître un peu long, un peu disparate, un peu dispersé, hein, de points sur lesquels on travaille dans le domaine sociolinguistique, avec par exemple quelque chose qui n'était pas là en 1991, que je surligne ici avec ma souris, je ne sais pas si vous le voyez, qui est le thème de la sociolinguistique urbaine, qui a été surtout développé à partir de la fin des années 90 et dans les années 2000. Donc, vous voyez là aussi hein, une série de thèmes qui peut-être retiendront votre attention au fur et à mesure que vos yeux peuvent les parcourir sur l'écran. Boyer proposait déjà en 91 et il le repropose en 2017 de les organiser sous la forme d'une espèce de schéma, mais de schéma qui ressemble en même temps à un tableau organisé où vous avez au cœur du schéma ceux qui relèvent disons, à proprement parler de ce sur quoi on travaille en sociolinguistique, avec en haut ce qui relève plutôt du macro-sociolinguistique et en bas ce qui relève plutôt du micro-sociolinguistique. Et puis, un premier cercle autour qu'il appelle les autres champs des sciences du langage, qui ont des liens plus ou moins étroits avec le domaine sociolinguistique, puisque heureusement, il n'y a pas de frontière que les domaines, on va dire pour l'instant, domaine ne me semble pas être le bon terme, mais disons pour l'instant, domaines ne sont pas clos les uns par rapport aux autres, et que donc il y a évidemment des échanges et des circulations qui se font, et c'est une très bonne chose. Et puis, autour encore, dans un cercle encore plus large, hein, ce que Boyer propose d'appeler les champs disciplinaires connexes, et donc les autres disciplines en sciences humaines et sociales, hein, avec lesquelles il y a des échanges, des travaux qui se recouvrent partiellement, des circulations de termes conceptuels, des emprunts d'informations, de données, de recherches qui ont été faites dans tel ou tel domaine et qui peuvent éclairer certaines des questions qu'on se pose en sociolinguistique. La ressource la plus récente, c'est le dictionnaire de la sociolinguistique qui a été publié sous la forme d'un volume hors série de la revue Langage et Société, qui est l'une des principales revues de sociolinguistique francophone et que vous connaissez probablement, revue qui est aussi disponible en ligne sur le Cairn et en l'occurrence, notamment pour ce numéro-là, qui est disponible librement. On n'a pas besoin d'être abonné à la revue et il n'y a pas de période de protection de la revue réservée aux abonnés. Donc, je vous invite, si vous voulez regarder plus en détail et creuser plus en détail, à aller lire les différentes entrées.
qui donc donne une vision relativement à jour. Vous voyez que ça date de 2021, ça a été écrit entre 2020 et 2021, hein, ça donne une vision relativement à jour du champ de recherche, des différentes questions sur lesquelles on travaille, des différentes notions, termes conceptuels. Alors, je vous projette ici, non pas pour que vous les lisiez, hein, mais pour vous donner une image, encore une fois. Ici, vous avez le projet de liste de notions sur laquelle nous avons travaillé, puisque j'ai écrit 2 des articles de ce dictionnaire. Nous avons travaillé collectivement sous la coordination et la direction de Josiane Boutet et de Jaume Costa. Vous avez donc une liste de notions qui, là aussi, est sans doute un peu informative ou informative pour vous, avec en italique celles pour lesquelles il y a des renvois sous d'autres. Hein. Par exemple, si je prends depuis le début à gauche, puisque c'est par ordre alphabétique, vous voyez que attitude est en italique, c'est parce que c'est traité sous l'entrée représentation, bilinguisme est traité sous l'entrée plurilinguisme, ou par exemple code switching est traité sous l'entrée alternance codique, ce qui ne vous surprendra pas. Mais vous voyez qu'au final, on en a quand même 69. Alors, je ne sais pas comment vous le recevez, si 69 entrées d'un dictionnaire de sociolinguistique, ça vous paraît beaucoup ou pas. En tout cas, vous voyez que l'idée, c'est bien que, et je crois que c'est de ça que je voudrais peut-être vous convaincre, on ne se rend pas bien compte de ce qu'on fait dans un champ, dans un domaine ou dans une approche, par exemple sociolinguistique, par un effet de liste de thèmes ou par un effet de liste de questions ou d'objets. Je crois que ça donne une image un peu dispersée de ce qu'on y fait et que finalement, c'est normal. Simplement, il faut pouvoir comprendre quelle est l'unité sous-jacente de ces travaux. Alors, dans l'introduction à ce dictionnaire que je viens de mentionner devant vous, il y a un bref passage rédigé par donc, Josiane Boutet et Jaume Costa qui me semble assez éclairant de ce point de vue-là, qui nous invite à ce à quoi je vous invite aussi, hein, puisque vous voyez, j'ai surligné en gras pour vous éviter une lecture un peu fastidieuse, mais évidemment, vous aurez ce document et vous pourrez le lire à tête reposée, hein. Ils disent que la sociolinguistique, depuis en gros une cinquantaine d'années qu'elle se développe en France et dans le monde francophone, elle a connu une double évolution. D'une part, quelque chose qui la structure, puisqu'ils disent qu'elle est devenue une discipline à part entière, je vais y revenir, mais qu'en même temps, il semble qu'il y ait une grande dispersion des thématiques avec une hyper-spécialisation des travaux sur chacune de ces thématiques. Mais, ajoute-t-il, au-delà, cette discipline se caractérise par des propositions fortes. Et ces propositions, elles sont justement de type théorique. Et je crois que si on veut comprendre ce qui se fait sous l'étiquette sociolinguistique au sein des sciences du langage, c'est plutôt à partir de ce noyau théorique qu'il faut essayer de comprendre les choses. Donc, voilà la formulation que propose Boutet et Costa. Je vais ensuite le reformuler avec mes propres mots qui reprennent d'autres auteurs. Hein. La sociolinguistique développe une conception théorique du langage attachée à la variabilité fondamentale des langues. Donc l'idée, et le mot fondamental est important, c'est que ce qui caractérise les langues avant tout, c'est leur variabilité et qu'il faut pouvoir théoriser cette variabilité. Le deuxième point, c'est que les faits de langue sont nécessairement ancrés dans des situations sociales et qu'on ne peut les étudier qu'en les ancrant dans les situations sociales qui elles-mêmes font partie de la pertinence de l'analyse et font partie intégrante du projet sociolinguistique. Enfin, et là on rejoint les questions de méthode, l'idée que, ils le disent de cette façon-là, la sociolinguistique est une discipline empirique et donc elle relève de méthodes d'enquête qui proviennent principalement de la sociologie et de l'anthropologie. Je vous propose de le reformuler de la façon suivante, hein, avec l'idée que, et je reprends le terme à Marcellesi, qui est pour moi un grand inspirateur, hein, l'idée qu'il y a une double détermination sociolinguistique qu'on peut formuler de la façon suivante. Quand on étudie les choses d'un point de vue sociolinguistique, on considère que tout ce qui est linguistique est social et que tout ce qui est social est linguistique.
Et donc, et c'est d'ailleurs un terme qu'utilise aussi Josiane Boutet, on peut considérer que les phénomènes ou les pratiques linguistiques constituent ce qu'en sociologie, par ailleurs, on peut appeler un fait social total. Il y a de la langue dans tout ce qui est social, il y a du social dans tout ce qui est linguistique. Ce qui fait qu'on peut aboutir à cette formulation qui est en gros l'affirmation théorique constitutive, fondamentale, définitoire de ce qui est la sociolinguistique. Les pratiques linguistiques sont des pratiques sociales. Elles sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'elles sont infiniment variables et infiniment variées, et elles sont tissées dans l'ensemble des pratiques sociales. J'emploie tisser à dessein avec l'idée que du coup, on peut difficilement les en détisser ou les en détricoter. Et donc, il y a bien l'idée chez les sociolinguistes que si on veut étudier les pratiques linguistiques comme pratiques sociales, il faut les étudier en même temps qu'on étudie les autres pratiques sociales. Mais aussi, j'emploie tisser parce que ça renvoie à une approche qui m'est chère. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, hein, puisque tisser, c'est plexus en ce qui justifie à mes yeux l'utilisation de l'épistémologie, de la pensée complexe de Morin, avec l'idée que les choses sont pliées ensemble et que si on veut les comprendre, on ne peut pas les séparer, mais qu'il faut au contraire comprendre comment elles sont pliées ensemble, comment le linguistique est plié dans le social et le social est plié dans le linguistique. Ça permet d'avoir deux objectifs, au fond, deux finalités à des recherches en sociolinguistique. Et si vous lisez ce qui se fait, vous vous rendez compte que parfois, on est plutôt du côté de l'une et plutôt du côté de l'autre. En sociolinguistique, on va analyser le linguistique par ses aspects sociaux, par des entrées sociales, mais on analyse aussi le social par ses aspects linguistiques. Et donc, dans le sociolinguistique, il y a parfois une focale qui est mise sur le linguistique qu'on regarde par le social, mais il y a aussi souvent une focale qui est mise sur le social qu'on regarde par les aspects linguistiques, avec au fond cette idée que regarder la société par ses facettes linguistiques, je fais exprès d'un qui vous parle mieux, ça nous permet de comprendre l'organisation du social, que ces facettes linguistiques rendent lisibles, si vous voulez. Et donc, je crois que ce sur quoi aujourd'hui, en tout cas après 50 ou 60 ans de recherche en sociolinguistique, ceux et celles d'entre nous qui travaillent sous cette étiquette-là, qui l'affirment, ce sur quoi on est à peu près d'accord, c'est sur le fait que la sociolinguistique n'est pas, ce qu'on a longtemps dit, une interdiscipline, c'est pas quelque chose d'intermédiaire entre de la sociologie et de la linguistique, ni une sous-discipline, ce n'est pas une sous-partie du champ des sciences du langage, mais c'est une science du langage à part entière, ce qui, à mon avis, ne pose pas de problème, puisque science du langage est, vous le savez bien, employé au pluriel, et donc il y a l'idée qu'on investigue l'ensemble des phénomènes qui relèvent du langage, au sens des langues, bien sûr, hein, mais avec un certain cadre théorique, un certain regard qui n'exclut pas les autres, bien sûr, mais qui cherche à embrasser l'ensemble des questions qui se posent. Ça a des conséquences méthodologiques et réciproquement, hein, parce que si l'affirmation théorique ou les affirmations théoriques en sociolinguistique sont arrivées finalement à partir des années 2000, c'est parce qu'on avait une conviction qu'on est beaucoup à avoir toujours, que j'ai toujours, que la théorie doit se construire à partir du terrain et pas être construite a priori pour être ensuite validée par le terrain. Donc, ça a pris du temps. Il a fallu accumuler du travail de terrain pour en tirer un certain nombre de concepts explicatifs, analytiques et interprétatifs, et donc de construire un cadre théorique. Ces méthodes sont à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives, mais les méthodes quantitatives sont devenues relativement secondaires dans le champ sociolinguistique aujourd'hui. Elles ont été dominantes au début, c'était notamment les premiers grands travaux de Leibov autour de la covariation statistique, hein, entre les variables sociales et les variables linguistiques. C'est devenu beaucoup moins utilisé aujourd'hui, en tout cas en sociolinguistique française et francophone, même si on continue à avoir des travaux quantitatifs en utilisant par exemple des questionnaires notamment directifs ou plutôt plus volontiers semi-directifs. Mais ce qui est le plus répandu, c'est les méthodes qualitatives. Josiane Boutet y faisait allusion tout à l'heure, Josiane Boutet et Jaume Costa, hein, l'idée que nos méthodes sont avant tout des méthodes ethnographiques, donc on va procéder par observation participante, par des entretiens
semi-directif, individuel ou collectif d'ailleurs, par la méthode des biographies langagières qui est peut-être peu connue ou peu utilisée en dehors de ce champ. Ça se fait aussi beaucoup en didactique des langues, hein. Et on combine parfois le qualitatif et le quantitatif, mais plutôt en fondant le quantitatif sur le qualitatif, c'est-à-dire qu'après avoir fait des observations au plus près du terrain, on va tendre à élargir la validité de ces observations en interrogeant une quantité plus importante d'informateurs, d'informatrices, de témoins, peu importe comment on les appelle, même si ça a de l'importance, mais on n'en discutera pas là maintenant, pour, disons, donner une validité une assise numérique plus large aux observations qualitatives. Cette question des méthodes est une question qui reste un objet important de recherche et d'analyse en sociolinguistique, où beaucoup de travaux restent centrés sur une réflexion méthodologique, ou plutôt méthodique d'ailleurs, je devrais dire, aujourd'hui. Où se situent les recherches en sociolinguistique dans le champ des sciences du langage? Alors, j'utilise volontiers et à dessein la petite enquête quantitative que nous a communiquée Philippe Monneret. Je l'en remercie à propos des collègues, pas loin des 300 personnes qui ont répondu à, au fond, une autodéclaration des champs des sciences du langage ou des approches ou des conceptions des sciences du langage dans lesquelles nous travaillons. Et vous voyez que la sociolinguistique fait en gros partie des 5 domaines, des 5 approches les plus souvent citées, puisqu'elles se situent ici. Mais il y a des regroupements possibles, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'anthropologie linguistique soit forcément distinct ou nettement distinct, par exemple, de sociolinguistique. Mais bon, vous savez bien que toute catégorisation a évidemment ses limites. Alors, je termine en vous disant quelles sont les disciplines avec lesquelles on échange le plus souvent dans le champ sociolinguistique, celles qu'on lit le plus souvent, celles avec lesquelles et avec les collègues avec lesquels on a le plus souvent d'interactions. Donc, j'ai mis les plus avec ceux qu'il me semble que nous fréquentons le plus souvent, plus on fréquente, mais un peu moins souvent, et puis pas de plus, on fréquente, mais c'est disons, plus épisodique, hein. Donc, évidemment, ça ne vous étonnera pas, il me semble que ce qu'on fréquente beaucoup comme discipline proche, c'est l'ethnologie et l'anthropologie et la sociologie, qui d'ailleurs sont dans le système universitaire français des disciplines qui sont regroupées, mais ce n'est pas vrai dans d'autres systèmes étatiques ou nationaux où on distingue les choses différemment. D'ailleurs, vous savez qu'en Amérique, enfin, vous savez probablement qu'en Amérique du Nord, francophone, anglophone ou hispanophone, les sociolinguistes sont plutôt considérés comme des ethnologues, anthropologues, que comme des linguistes. Le champ des sciences politiques et le champ des sciences juridiques, qui sont proches aussi dans les universités françaises, est un champ qu'on fréquente beaucoup parce que, vous l'avez vu, il y a tout un travail sur les politiques linguistiques et sur les enjeux en termes d'organisation, disons, réglementaire des sociétés autour des lois linguistiques, des droits linguistiques, etc. Ce qui nous ramène à la question de la philosophie politique, bien sûr, hein, quelle est la place, par exemple, des langues et de la liberté d'expression linguistique dans la conception qu'on peut avoir de la démocratie, hein, pour prendre un exemple tout simple, hein. Le champ des sciences de l'éducation, parce que la sociolinguistique est devenue l'une des approches, l'un des champs qui dialogue le plus avec la didactique des langues aujourd'hui, il me semble en tout cas. Je veux bien être corrigé évidemment si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et donc on travaille aussi beaucoup autour des didactiques d'autres disciplines ou d'éléments transversaux des didactiques, de l'enseignement-apprentissage. La psychologie sociale, parce qu'on travaille beaucoup sur la question des représentations, même si la façon dont on s'est approprié la notion de représentation socio-linguistique est un peu différente aujourd'hui de ce qu'on appelle représentation sociale en psychologie sociale. Géographie sociale, aménagement, par exemple avec la question de la sociolinguistique urbaine dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis la psychologie des apprentissages, parce que dans le champ apprentissage des langues, acquisition des langues, didactique des langues, qu'on croise aussi en sociolinguistique, on a évidemment des choses à apprendre de nos collègues qui travaillent sur l'apprentissage tout court, j'allais dire, l'apprentissage en général. J'en oublie sans doute, hein, mais c'est ce qui m'est apparu, y compris en relisant toute une série de travaux pour préparer
ce qui me semble le plus fréquent. Alors, dernier point, je vous l'avais dit, je termine avec ça, une question sur laquelle on travaille beaucoup en permanence en sociolinguistique, c'est d'ailleurs une question qu'on demande on demande qu'elle soit traitée à tous nos collègues et toutes nos collègues qui présentent une habilitation à diriger des recherches, c'est la question de l'éthique, c'est la question de l'intervention, c'est le sens de la recherche. On fait une recherche sur des questions sociales, pour le dire en termes un peu triviaux, pardonnez-moi, mais au fond, à quoi ça sert de faire des recherches? À qui ça sert de faire des recherches sur des questions qui se posent dans la société? À partir de quoi on identifie que des questions se posent, hein? Pourquoi on estime qu'il y a des problèmes socio-linguistiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les comprendre, éventuellement qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Mais ça soulève la question des garanties de scientificité parce qu'il reste le problème de savoir, et on se la pose beaucoup cette question-là, est-ce qu'on fait de la recherche qui ensuite va pouvoir avoir des effets sociopolitiques ou est-ce qu'on a des convictions sociopolitiques, ce qui pourrait nous conduire à, d'une certaine façon, instrumentaliser la recherche pour servir un propos? Évidemment, ça poserait des problèmes, mais on est obligé de vraiment réfléchir à cette question-là parce qu'on est en permanence à la jonction entre les deux. Comment on fait le retour au terrain, hein? Comment on retourne vers les gens qu'on a observés, les gens qui nous ont dit des choses, les gens qui nous ont dit avoir des problèmes, éventuellement des problèmes graves, parfois des souffrances sociales et individuelles. Comment on fait pour faire un retour vers ce terrain, vers ces personnes-là? Ce qui renvoie à la question de la position épistémologique, hein, quand on fait de la recherche. C'est quoi produire une connaissance dans le champ social, puisqu'on s'inscrit évidemment prioritairement et fortement dans le champ social, ce qui fait qu'il y a toute cette série de travaux que nous on appelle la réflexivité. Je ne sais pas si le terme vous parlera, hein. Bourdieu parlait d'auto-analyse, hein, ou de socio-analyse, qui je suis, pourquoi je fais des recherches là-dessus, qu'est-ce que mon histoire, en quoi est-ce que ma propre histoire peut interférer sur les recherches que je fais, en quoi je peux transformer ces interférences en une ressource que je vais objectiver, aurait dit Bourdieu, hein, scientificiser, plutôt que d'être, disons, agi par quelque chose qui me dépasse et qui, du coup, vient être une interférence au sens négatif du terme. Voilà pourquoi on s'interroge beaucoup sur ces questions-là. Peut-être que dans d'autres approches et dans d'autres parties des sciences du langage, on a moins besoin de se les poser. En tout cas, nous avons vraiment beaucoup besoin d'y travailler. Et c'est important pour répondre aux objections quand on fait du travail avec, disons, des implications sociales. Voilà, je m'étais donné une demi-heure, je l'ai peut-être un petit peu dépassé, mais je vous remercie de votre patience et j'ai préféré garder un petit peu de temps pour pouvoir compléter ou corriger ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. Je vous rends la parole.